Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Personnellement, dans ma vie de maman, une tâche avec laquelle j'ai développé une relation amour-haine, eh bien, c'est celle de la préparation des repas. Comprenons-nous bien, j'adore ce moment de communion où l'on s'assoit tout le monde autour de la table et qu'on parle de notre journée. J'adore goûter de nouveaux aliments, j'adore en faire découvrir à mes enfants, même cuisiner lorsque j'ai le temps, c'est une activité que j'apprécie énormément. Par contre, le moment que je trouve le plus difficile, c'est celui où je dois choisir ce que l'on va manger pour la semaine qui vient. Et ce moment où vient la fameuse question, « Maman, qu'est-ce qu'on mange? » Peut-être que je me mets trop de pression pour faire des choses équilibrées, variées, mais je dois l'admettre, ça vient lourd à la longue, cette pression de décider, et parfois j'en ai juste pas d'idée. Je sais pas quoi faire. Donc bref, pour nous aider à faciliter tout ce qui entoure l'heure des repas, eh bien j'en discute aujourd'hui avec Mélanie Magnan, aussi connue sous le nom de Nutrimini, elle est nutritionniste, et également Noémie Lafortune, qui est ergothérapeute, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci de participer à ce balado à la hauteur de nos tout-petits parce que vous n'avez pas une mince tâche aujourd'hui, nous aider à rendre un peu moins intense l'heure des repas. J'aimerais que vous nous parliez tout d'abord du choix du repas. Souvent, selon la composition de notre famille, il peut y avoir des membres, des petits bébés qui sont, par exemple, au purée ou même en DME. Ensuite, on a de petits-enfants. Ensuite, pour certains, des ados. Nous, les parents, on s'entend, nous avons chacun nos préférences. Est-ce qu'on doit, si on est la personne en charge des repas, tenter de plaire à tous les repas? Mais je te répondrais, Maggie, oui, mais avec une nuance. Je pense pas qu'on peut plaire à tous à tous les repas de manière de A à Z, mais globalement, sur la semaine, je pense qu'il y a moyen de faire plaisir à tout le monde. Fait que moi, je vais beaucoup aimer d'aller avec, pour les différents jours de la semaine, avec des repas des fois qui sont plus préférés par les enfants, d'autres fois aussi par les parents, parce que les parents, c'est des modèles, fait que les enfants doivent voir aussi leurs parents manger avec plaisir et appétit. Par contre, quand c'est un repas qui est plus aimé par les parents, moins pour les enfants, ce qu'on fait, c'est qu'on place au moins 1 ou 2 aliments qui sont aimés par les enfants sur la table. Donc, ça leur permet d'avoir, entre guillemets, un échappatoire. Je sais, par exemple, chez moi, les fruits de mer, c'est moins la tasse de thé de mes enfants. Je leur en propose, je l'offre, mais je sais d'entrée de jeu qu'ils ne vont pas nécessairement les choisir. Donc, toi, tu me conseillerais, lorsque j'en fais, de proposer peut-être 1 ou 2 solutions alternatives sur la table? Mais en fait, je suis moins fan du mot échappatoire. Moi, je vois ça plus comme des aliments sécurité. Parce que c'est sûr que si mon enfant voit aucun aliment qu'il aime sur la table, il risque d'avoir un moment où il n'aura pas envie de venir s'asseoir à la table, où il va associer la période de repas à de la négativité. Fait que pour moi, c'est une façon de le sécuriser. Quand l'enfant voit ces aliments-là, ben, il se sent confortable de venir à la table se joindre au repas. Puis, tu sais, dans le principe du partage des responsabilités, mais c'est quand même l'enfant qui est responsable de choisir s'il mange et la quantité qu'il mange. Donc, je ne vais pas nécessairement donner 2 choix de protéines à tous les repas. Ça se peut que je le fasse dans un contexte où, oui, les fruits de mer sont moins appréciés, mais de combiner peut-être poulet, crevettes. Mais je ne suis pas obligée de le faire à tous les repas tant qu'il y a des aliments sur la table qui plaisent à mon enfant. Puis même si c'était juste du riz à un repas, ça pourrait être correct aussi parce qu'on regarde l'alimentation sur plusieurs jours, pas juste sur un repas dans le fond. Oh, ça, j'aime ça, cette idée. Donc, regarder l'alimentation sur plusieurs jours. Est-ce que tu nous suggères, comme parents, de peut-être prendre du recul et même de le regarder de façon, disons-nous, hebdomadaire? Mais j'ai pas besoin nécessairement d'analyser le tout de manière très précise, mais oui, c'est que l'appétit d'un enfant, là, ça varie en dents de scie, ça varie d'une journée à l'autre, ça peut être selon l'état de santé, la dépense énergétique, les poussées de croissance, peu importe. Donc, mon enfant, son corps sait naturellement qu'est-ce qu'il a besoin de manger. Donc, oui, il peut manger plus une journée, moins une autre journée, mais tant que moi, dans mon offre alimentaire, je lui offre de tout comme parent, mais lui, il va aller chercher ce qu'il a besoin au fil des jours.
Noémie, est-ce que tu voulais compléter justement le choix des repas? Est-ce que ça passe aussi par le contexte du repas? Ben, je pense que ça passe par le contexte, mais pour rajouter, faire du pouce un peu sur ce que Mélanie disait, je pense que faut faire attention à pas tomber dans offrir ce que les enfants aiment exclusivement. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est les exposer à de nouveaux aliments, mais j'irais dans la même idée de pensée, c'est que si on offre juste des aliments nouveaux qu'ils aiment pas, clairement, ils seront pas dans un environnement sécuritaire, puis quand on se sent pas sécure, on n'aura pas envie de goûter, c'est sûr. Fait que moi, j'irais dans la même veine, offrir des repas qui plaisent un peu aux parents, aux enfants, de varier, d'offrir des aliments sécures pour l'enfant, mais de les exposer. Puis souvent, moi, ce que je vais voir beaucoup en thérapie, c'est que les parents vont me dire, oui, mais ils goûtent pas. Oui, ça va venir avec le temps, c'est sûr. C'est sûr qu'après, ça va être de varier aussi. Est-ce que c'est juste d'y goûter? Pas nécessairement. Est-ce que c'est, ce nouvel aliment, on en parle, on le décrit, on le sent. Ça goûte, ça sent quoi? Quelle texture ça a quand j'y touche? Est-ce que je peux juste mettre ma langue dessus? Fait que c'est de graduer vraiment beaucoup, puis d'y aller dans le plaisir. C'est sûr et certain qu'on goûtera pas quelque chose de nouveau si on n'est pas dans le plaisir. Fait que je pense que ça rajoute à ce que Mélanie disait là, par rapport au repas. Là. Mais j'aime cette notion justement de plaisir, mais pour que ce soit aussi plaisant pour nous, les parents, est-ce qu'on doit aussi s'enlever peut-être une couche de pression quant à la quantité ou la valeur nutritionnelle de ce que peut absorber notre enfant? Tu sais, on s'est fait dire parfois à plusieurs reprises, c'est important de prendre des protéines, il faut avoir tant de portions de fruits, tant de portions de légumes, mais tu l'as nommé tantôt, Mélanie, il est possible qu'à un repas, notre enfant mange que du riz. Et c'est correct aussi. Oui, absolument. Puis la peur que l'enfant manque de protéines, c'est une des peurs en tout cas que les parents me nomment le plus. Puis c'est une inquiétude qui n'est pas vraiment fondée parce que les besoins en protéines des enfants sont tout petits, là. C'est à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids. Fait que pour un enfant, mettons, de 30 livres, un verre de lait et un morceau de fromage, ses besoins en protéines sont comblés pour la journée. Fait que c'est comme une espèce de mythe là, de penser que l'enfant va manquer de protéines. Souvent par rapport à la viande, là, dans le fond, l'inquiétude qui peut vraiment peut-être être plus à surveiller, c'est au niveau du fer, si l'enfant ne mange pas beaucoup de viande, mais on peut aller combler autrement. Il y a le truc qui est souvent proposé là, d'utiliser des céréales de bébé dans nos pâtisseries ou quand on cuisine pour aller enrichir en fer, qui peut venir, dans le fond, pallier au fait qu'un enfant ne mange pas beaucoup de viande. Mais la viande, ce n'est pas les seuls aliments riches en fer. Il y a plein de protéines végétales aussi, vers lesquelles souvent les parents vont moins, puis que les enfants vont quand même beaucoup apprécier parce que c'est des protéines qui sont plus tendres, fait que c'est plus facile à mastiquer. Souvent, c'est la texture de la viande qui va déplaire aux enfants. Est-ce que ça pourrait venir peut-être ce mythe-là du fait qu'on nous dit beaucoup les protéines, ce sont des aliments qui nous soutiennent. On voudrait tellement que nos enfants n'aient pas faim de façon constante ou peut-être une façon aussi qui n'aient pas envie de grignoter par exemple 10 fois dans la journée. Est-ce que ce mythe-là de la protéine pourrait venir de là? Probablement. Je pense que ça peut venir même aussi de la culture des diètes. Là. Il y a toujours des modes. Puis récemment, c'était beaucoup les alimentations riches en protéines qui étaient prônées. Mais en fait, ce que nous, on veut pour soutenir un enfant, c'est une assiette là, qui va être divisée en 3, qui va contenir des glucides, des protéines, puis des végétaux, là, des fruits et des légumes, parce que nos enfants ont besoin d'énergie. Fait qu'au contraire, justement, les familles qui vont servir juste des protéines puis des légumes, souvent, les enfants vont avoir faim parce qu'ils n'ont pas eu l'énergie dont ils avaient besoin, ce qu'ils devaient aller chercher dans le riz ou dans les pâtes ou dans le pain, par exemple. Oui, donc les glucides, elles sont importantes pour nos enfants. J'aimerais maintenant vous entendre, mesdames, lorsqu'on parle de la préparation du repas, vient l'étape de la liste d'épicerie. Est-ce qu'on doit, comme parents, demander l'avis de nos enfants lorsqu'on dresse notre liste d'épicerie? Moi, c'est sûr que j'aurais dit oui, de faire participer. Je pense que dans le développement aussi de l'autonomie puis dans l'exposition aux aliments, ça fait partie de définitivement pas juste l'enfant qui fait la liste d'épicerie, mais oui, je le ferais participer puis je pense que tout part aussi de connaître les noms des aliments, savoir ça goûte quoi, ça a l'air de quoi. Donc, moi, je ferais participer les enfants autant dans la préparation des repas quand c'est possible parce que réalistement, comme parents, la semaine, on a beaucoup moins de temps puis c'est sûr que c'est plus long de cuisiner avec les enfants, mais je les ferai participer aussi dans la liste d'épicerie.
Je suis super d'accord avec toi, Noémie. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de les impliquer au niveau du choix de repas. Tu sais, quand on parlait de est-ce qu'on est tenu d'offrir des repas qui plaisent aux enfants, on n'est pas tenu de le faire à tous les jours, mais dans la semaine, quand même, oui. Tu sais, fait qu'en demandant à nos enfants de feuilleter des livres de recettes pour enfants ou même d'avoir nos magazines à nous qui traînent sur la table, qui les feuillettent, des fois, sont surprenants. Puis ils peuvent nous demander de cuisiner une recette que nous, d'emblée, on n'aurait pas pensé qu'ils auraient souhaité essayer. Même en regardant des émissions de cuisine avec eux, ils peuvent vraiment avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau. Fait que souvent, je vais dire, ben, dis-moi une chose que tu aimerais manger cette semaine, puis on va la mettre au menu. Fait que je planifie la liste de cette manière-là. Et l'autre chose, c'est que je vais demander à mes enfants, une fois par semaine, qu'est-ce que tu aimerais que j'achète à l'épicerie? Fait que peu importe, OK, ça peut être une boîte de Pogo. Ils ont le droit de choisir un aliment qui leur plaît parce qu'on fait la place à tous les aliments dans notre maison. Donc, c'est une façon aussi de procéder que j'aime beaucoup. Oui, puis qui enlève cette notion d'interdit pour les aliments transformés, par exemple. Ils ont droit à un aliment, on les laisse choisir. Mais je pense aussi, les circulaires, par exemple, hein, souvent, ces feuillets sont très, très colorés. Ça peut être intéressant même de s'en servir pour bricoler, découper, expliquer aussi d'où viennent les aliments, aller un petit peu plus loin, leur faire découvrir, je sais pas moi, le fenouil ou peut-être des choses qu'on cuisine moins à la maison. Définitivement. Oui. Vas-y, Mélanie. Mais c'est parce que j'ai comme un flash cet été. Il y avait les tiges de choux de Bruxelles qui étaient en spécial. Fait qu'on les a vues dans le circulaire. On a acheté la grosse tige à l'épicerie. On a lu une histoire qui parlait de choux de Bruxelles. On a fait des jeux avec les choux de Bruxelles. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est que les expositions aux aliments, Noémie va pouvoir en parler plus, mais ça passe pas juste sur le fait de le consommer puis de le manger. C'est tout ce qu'on fait avec ces aliments-là qui vont devenir moins peurants pour les enfants. Puis on sait d'emblée, en tout cas en général, le chou de Bruxelles, à prime abord, ce n'est peut-être pas le choix numéro 1 de nos enfants, mais justement, je trouve ça intéressant en allant plus loin, en l'amenant autrement que simplement en le présentant sur la table. Et peut-être nous aussi, ça nous amène des fois à être plus créatifs en tant qu'adultes. On s'entend que cuit vapeur comme ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais parfois, en le coupant, en le faisant rôtir, en ajoutant, pourquoi pas, quelques petits grains de bacon et un peu de sirop d'érable, il me semble que déjà, on vient d'y ajouter un petit peu plus de oomph ou d'intérêt pour l'enfant. Mais ça m'amène aussi une autre question. Lorsqu'on prépare un repas, qu'on sait qu'il ne plaira pas nécessairement à l'enfant, et qu'il nous pose la fameuse question qui revient, en tout cas chez nous, de nombreuses fois par jour. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on répond la vérité? Est-ce qu'on esquive pour épargner le « arc, j'en veux pas, arc, c'est pas bon », qui, oui, parfois dérangeant pour le parent, mais qui, chez nous, est surtout une influence pour les frères ou les sœurs qui entendent. Si le plus vieux dit « arc, c'est pas bon », bien chez moi, le deuxième dit « ah, moi, j'en mangerai pas ». Mais parfois, il aime ça. Chez nous, on a une règle à la table. Notre règle la plus importante, c'est qu'on n'a pas le droit de dire « yark, c'est dégueu » ou « c'est pas bon ». En fait, c'est que je suis obligée de venir m'asseoir à la table. Je suis pas obligée de manger, mais je suis obligée de venir partager un moment en famille, un moment dans lequel on échange, qu'on se raconte notre journée. Mais les arcs ou les commentaires négatifs, ben on fait l'enseignement que c'est irrespectueux pour la personne qui a pris le temps de cuisiner aussi pour le repas. Fait que c'est un moment aussi pour partager nos valeurs. Mais oui, je vais dire la vérité, puis je vais dire qu'est-ce qu'il y a au menu, même si ça ne plaît pas. Ben, tu vois, chez moi, c'est la même chose. C'est ce que je vais recommander aussi aux parents qui viennent me voir. Mais moi, mes enfants sont pas très vieux, là. Ils ont 3 ans, presque 4, puis 18 mois. Puis quand mon plus vieux, il me dit ça, il me dit, des fois, il goûte même pas, puis il me dit, j'aime pas ça. Puis là, j'essaie de décortiquer avec lui. Mais là, Arnaud, t'as pas goûté. Pourquoi? Qu'est-ce qui te tente moins? Puis souvent, c'est là que c'est plus facile. Des fois, c'est visuellement, ça l'intéresse pas. Il y a eu une période où, quand c'était vert, c'était pas bon. J'étais là, oui, mais il y a plein de choses que t'aimes, puis c'est vert. Mais des fois, comme parents, ça nous permet aussi de voir pourquoi celui-là, ça fonctionne pas. Mais ça permet de mettre des mots aussi. Parce que c'est pas vrai, c'est yark. Toi, tu as le droit de pas aimer ça une fois que tu as goûté. Ça, oui, on a le droit. Là, les goûts, c'est différent d'une personne à l'autre. Puis le goût, ça se développe aussi. Oui, ça varie, puis ça se développe. Tu sais, on va parler d'une dizaine, quinzaine de fois d'exposition goûtée pour développer le goût d'un aliment. Ça se peut qu'après 15 fois que tu aies mangé des champignons, tu n'aimes pas ça. Mais au moins de goûter, ça, c'est intéressant. Moi, c'est souvent vers là, je vais aller d'encourager de goûter.
Mais après, tu peux nommer, j'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé le goût, la couleur, je la trouve moins belle. Mais j'essaie moi aussi, là, dans ma pratique puis dans ma vie familiale, d'essayer de mettre davantage de mots, de descriptifs que juste du yark. Est-ce qu'on peut, ou est-ce que c'est pousser le raisonnement trop loin si on sait d'avance que le repas du soir risque de moins plaire à un ou des enfants de la famille? Les inviter, par exemple, à consommer une collation X ou Y qui serait peut-être encore là un petit peu plus soutenante, que ce soit, je sais pas, un muffin, par exemple, avec un morceau de fromage ou autre chose, compte tenu qu'on se doute bien que la quantité de nourriture qui va être consommée le soir sera plus petite. Je pense que les collations ne devraient pas varier en fonction de l'offre alimentaire parce que peut-être qu'on se tire dans le pied si on fait ça parce que notre enfant risque d'avoir moins faim. Mais en fait, muffin fromage, ce serait tout à fait correct en tout temps comme collation. La collation, c'est comme un mini-repas pour un enfant, fait que dans le fond, ça doit être à volonté. Ce qui est important, c'est vraiment l'horaire de repas. Souvent, c'est même la base, justement parce que on veut pas que notre enfant ait mangé de manière trop rapprochée du prochain repas pour qu'il ait faim et qu'il soit ouvert à découvrir de nouveaux aliments. Mais non, c'est ça, je n'offrirais pas une plus grosse collation parce que probablement que ça ferait en sorte que justement, il va avoir encore moins d'intérêt pour découvrir les nouveaux aliments. Et Noémie, maintenant, j'aimerais que tu nous aides, que tu nous guides, que tu nous donnes des trucs quant au fameux « on s'assoit pour manger ». Tout à fait. Je me rends compte en tant que maman que c'est une notion qui varie beaucoup. Chez moi, c'était une règle, tout le monde vient s'asseoir justement, on est à table, on discute, c'est un beau moment de partage. Je dirais que la majorité du temps, ça se passe très, très bien. Par contre, je me rends compte justement que les journées où les enfants ont eu des activités où ils ont moins pu peut-être dépenser leur énergie, eh bien, ils ont de la difficulté à rester assis. Ils vont, par exemple, se lever, bouger, vouloir danser, vouloir... Qu'est-ce qu'on fait ces journées-là? J'irais même plus loin que ça. J'irais dans la réflexion, souvent quand j'en parle avec des parents, nous comme parents, souvent on va se lever. On va aller chercher le lait, on va aller chercher le ketchup, on va aller chercher le dessert. Puis nous, on est justement les modèles pour nos enfants. C'est sûr que si on se lève 4 fois dans le repas, mais que je dis à mon enfant de s'asseoir, il y a comme une dichotomie, là. Mais souvent, on s'en rend pas compte, là. Je veux dire, moi-même comme parent, j'ai réalisé que c'est ce que je faisais. Fait que moi, il y a une chose que j'essaye le plus possible, c'est de tout mettre sur la table. Moi, je me relève pas, j'ai un meilleur repas, puis mes enfants sont moins portés à se lever. Il y a un autre enjeu aussi au niveau du développement des enfants, c'est que les enfants, il y a toute la notion de contrôle postural, donc tous les muscles là, qui nous tiennent assis, en fait, là, nos muscles de ventre, de dos, sont en développement. C'est sûr que pour eux, rester assis, ça leur demande plus d'efforts que pour moi qui est une adulte. Il y a la différence aussi que moi, quand je suis assise, mes pieds touchent par terre. Moi, je me stabilise aussi comme ça. La majorité de nos enfants sont assis sur les mêmes chaises que nous et ils ne touchent pas au sol. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile. Il y a plusieurs chaises là, adaptées qui existent. Il y a les trip-traps qui sont intéressantes, mais excessivement chères. Puis moi, je dis pas nécessairement aux parents de changer leur mobilier. Je fais juste leur faire réaliser que ça se peut que leurs enfants tiennent moins bien assis parce que le mobilier n'est pas adapté. Après, c'est à nous de voir comme famille jusqu'où, tu sais, on est confortable avec le fait qu'il change de position sur sa chaise, qui se lève, qui se rassoit. Il y a différents types de chaises aussi avec un petit appui-pied qui existe que moi, j'en ai acheté au Ikea. C'est pas magique, mais c'est sûr que d'avoir une stabilité au niveau des pieds, ça aide. Puis après, s'il y a des journées pires que d'autres, ben, des fois, il faut aussi aller avec notre tolérance puis jouer là-dessus aussi. Est-ce qu'à la limite, justement, si on voit là, qu'ils ont un trop-plein, on pourrait dire, on fait une petite séance de danse, toute la famille ensemble avant le repas, on piétine sur place, on bouge, tout ça, puis après ça, ouf, on se calme et on essaie de s'asseoir tout le monde ensemble? Définitivement. La seule chose, c'est que parfois, ça va exciter encore plus nos enfants. Fait que je ferais ça. Je ferais un moment où on bouge, OK, on s'énerve, mais je ferais peut-être on se rassoit puis on fait des respirations, oui, calmement, on souffle les bougies du gâteau, juste pour justement se replacer. Mais oui, ça peut être vraiment une bonne idée. Tu sais, dans les journées justement où les enfants, ils font du Zoom à l'école à distance, ben oui, tu sais, prenons un 10-15 minutes pour bouger, ça va nous aider.
Et est-ce que l'idée, justement, lorsque tu nous dis, bon, parfois les enfants, évidemment, ne touchent pas par terre puisqu'ils sont assis sur des chaises d'adultes ou des chaises régulières, est-ce que l'idée d'avoir une petite table qui est adaptée pour enfants, je sais que chez moi, on en a une, entre autres, dans la salle de jeu pour le bricolage et tout, avec des chaises sur lesquelles ils me disent être très confortables, elles sont plus petites. Est-ce que mettre cette petite table-là à côté, justement, de la table pour qu'on puisse quand même échanger, qu'on soit ensemble, mais qu'ils soient mieux assis? Bonne ou mauvaise idée? Je pense que ça varie selon la famille. Moi, j'apprécie que tout le monde soit à la même table. Je trouve que ça fait encore plus unifié. Je trouve que c'est intéressant pour le modèle qu'on offre aux enfants. Mais encore là, une famille que ça dérange énormément que les enfants se lèvent et qu'avec ce type de table-là, ça fonctionne mieux, pourquoi pas? Je pense que ça varie vraiment selon le type de famille puis nos limites à nous comme parents. Ouais. Et à la limite, est-ce que peut-être ça pourrait être aussi une occasion spéciale? Aujourd'hui, si un repas, je sais pas, je pense à la fondue, des repas qui peuvent être très longs pour nous les adultes, très agréables, mais qui parfois justement peuvent s'étirer en termes de temps. On peut peut-être donner une permission spéciale et dire aujourd'hui, ce soir, venez avec nous à la table, on le fait, puis ensuite, on vous met votre petite table, vous aurez le droit de gérer ça comme vous voulez, ou chez nous, parfois au chalet, on le fait, ils ont leur petite table, je leur mets une lampe, et là, ils ont l'impression d'être au restaurant. Ça amène aussi un jeu de rôle, on peut essayer d'être créatif, d'amener ça comme un privilège ou juste une occasion spéciale. Vraiment, tout à fait. Moi, c'est ce que je ferais. Puis, tu sais, il faut aussi réfléchir comme parent de se dire que, justement, tu sais, mettons un repas de fondue, je peux pas m'attendre à ce que mon 3 ans reste assis 30 minutes sans bouger. Tu sais, faut comme... À 3 ans, il ne tiendra pas 30 minutes assis. S'il tient 30 minutes assis sans bouger, honnêtement, je m'inquiéterais. Là. Ça fait partie du développement, mais oui, je pense que c'est une bonne idée d'utiliser ce type de table-là pour une occasion spéciale. Il faut que les repas, ça soit agréable. Fait que c'est une belle façon, je pense, de le fancy un peu. Moi, Noémie, j'aime ça quand tu répètes justement, dans nos formations, tu demandes aux parents si leurs attentes sont réalistes en fonction justement du développement de leur enfant, parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'attendent à ce que leur enfant de 2 ans puisse rester 20 minutes à la table. C'est long. Oui, c'est ça. Fait que de revoir, nous, comme parents, c'est quoi nos attentes. Puis j'aime ça quand tu nommes aussi, justement, c'est quoi des durées de repas qui sont réalistes avec nos enfants, parce qu'en sachant qu'ils sont normaux, on dirait qu'on devient plus patient aussi. Définitivement. Puis, tu sais, des fois, c'est intéressant, justement, tu sais, moi, j'ai une 18 mois, là. C'est sûr qu'elle reste au repas le même temps que tout le monde parce que, tu sais, on est 4, puis c'est comme ça, mais à un moment donné, je le sais, là, qu'elle, tu sais, elle restera pas assise, elle grouille sur sa chaise, mais moi, c'est le moment où je vais lui donner un petit jouet parce que je le sais qu'au moins, ça l'occupe. Exactement. Elle s'occupe, elle étire tranquillement son repas, puis tout le monde a un moment agréable. Il faut que les repas restent des moments agréables. Et en terminant de façon concise, le temps nous presse, j'aimerais savoir, côté ustensiles, côté vaisselle, est-ce qu'il y a des recommandations, des âges où vraiment on se fie aux capacités de motricité fine de nos enfants pour leur offrir, disons, des ustensiles réguliers ou de la vaisselle de porcelaine? Bien, pour la vaisselle de porcelaine, moi, j'irais vraiment selon votre enfant. J'en connais des cocos qui ont 5 ans puis j'en donnerai pas encore parce qui sont un peu plus maladroits ou plus impulsifs. Puis j'en ai des 3 ans que je serais pas inquiète. Fait que ça, je pense que c'est vraiment selon l'enfant. Pour les ustensiles, moi, je les expose le plus rapidement possible. Mais j'y vais aussi avec mes attentes. Un peu comme, tu sais, comme on en parlait pour la position assise, c'est la même chose avec les ustensiles. Ma 18 mois, sa cuillère, c'est sûr qu'elle la vire encore parce qu'elle l'a pas encore compris, parce que ça vient avec le temps. Oui, ça tombe. Mais ça va évoluer. Mais moi, souvent, je pars avec des ustensiles un peu plus courts parce que c'est plus facile de se coordonner. Avec des manches un peu plus gros aussi parce que pour un an, un 18 mois, c'est plus facile de prendre un gros manche que quelque chose de petit. Puis j'ai tendance, moi, à aller pas le plus rapidement possible, mais rapidement vers des ustensiles d'adultes parce que ça pique plus facilement. Tu sais, une fourchette en plastique, ça pique moins bien. Ah non, pour de la viande, on s'entend, une fourchette en plastique à bourron, ça pique pas. Non, puis l'enfant est bien fâché un peu. Oui. Mais tu sais, après, c'est d'y aller selon aussi les capacités de l'enfant, mais tu sais, des ustensiles en métal, souvent, tu sais, à 2 ans, là, habituellement, je suis rendue là. Mais il faut aussi rester réaliste que, tu sais,
couper, là, ça va venir un peu plus tard, là. C'est sûr que tartiner vers 5 ans, on voudrait. Mais tu sais, couper de la viande, c'est souvent vers 7 ans, 6-7 ans. Fait que tu sais, moi, je les expose, je leur laisse aller, je leur laisse être autonomes, mais je m'attends à ce qu'il y ait des dégâts, puis c'est correct, tu sais. Oui. Faut accepter aussi que du riz, par exemple, la journée où on vient de passer l'aspirateur, ce n'est peut-être pas le meilleur choix, ou même le couscous, si on n'a pas envie de la repasser tout de suite après souper. C'est correct aussi, faut vivre avec et respecter le développement de nos enfants. Ce fut trop court, on aura la chance de se reparler plus tard dans la saison. Merci, mesdames! Dans le segment coup de cœur cette semaine, je veux vraiment vous faciliter la vie à l'heure des repas en vous donnant certains trucs que j'ai reçus moi-même et en vous présentant quelques livres de recettes qui m'ont beaucoup inspiré. D'entrée de jeu, les enfants, chez moi en tout cas, sont un peu tannés des bâtonnets de melon d'eau ou de la présentation, disons, régulière des fruits et des légumes. Alors, une nutritionniste m'a parlé de l'idée de découper les fruits, les légumes tendres, peut-être comme le concombre, entre autres, avec de petits emporte-pièces. Une façon ludique, agréable d'amener l'enfant à cuisiner la collation avec nous et également de présenter les fruits de façon plus rigolote ou plus intéressante. Je le fais chez moi avec le melon d'eau, entre autres, donc je le garde entier, je le tranche et à l'aide de tout petits emporte-pièces, on fait donc de petites bouchées de fruits. Ça fonctionne très bien. Les enfants sont très contents de s'impliquer dans la création de la collation et souvent, ils ont davantage envie d'en manger. Également, une autre idée pour changer la texture de l'aliment, eh bien, pourquoi pas intégrer des fruits au yogourt, mais le faire congeler. Donc, une barre glacée maison qui coûte pas cher et qui peut être moins sucrée parfois que celle que l'on retrouve dans les épiceries traditionnelles. Donc, une idée toute simple pour changer la texture du traditionnel bol de yogourt simplement en le mettant au congélateur et l'enfant a l'impression de manger quelque chose de différent. Pour m'aider également dans la création des repas, je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est toujours facile pour moi, eh bien, j'ai une nouvelle Bible sur laquelle je me base beaucoup. Au niveau vraiment de ma réflexion, c'est le livre « L'alimentation des enfants dans une approche bienveillante et positive », particulièrement pour les enfants de 18 mois à 5 ans, et c'est écrit par une collaboratrice du balado, Cosette Gergex. C'est entouré de psychoéducatrices. Elle nous parle davantage de tout ce qui entoure l'alimentation. Entre autres, c'est le cas, par exemple, des principes de base. On parle beaucoup d'alimentation intuitive. Eh bien, c'est pas nécessairement facile pour nous, les parents, d'inculquer ça à nos enfants. Donc, elle nous donne les 10 principes de base. Entre autres, fini les régimes. Hein? Je pense que l'ère des régimes est de plus en plus révolue. Également, honorer notre faim. Écouter notre signe, autant de faim que celui de satiété. C'est complet maintenant. Souvent, en tant que parent, notre horaire est bouleversé. « je mangerai tantôt, je mangerai tantôt. » Mais il faut commencer par honorer sa faim si on veut inculquer ça à nos enfants. Ne plus être la police des aliments. Donc, bref, elle nous parle des principes de base tout simple pour mettre en place l'alimentation intuitive. Il y a également un chapitre où elle nous parle des faux pas fréquents, les erreurs qu'on peut faire en tant que parent, même si on est rempli de bonne volonté, j'admets, j'en fais. Une erreur que je faisais et que je tente de corriger, c'est d'arrêter d'exposer mes enfants à certains aliments parce qu'ils ne les aiment pas. Par exemple, les fruits de mer. Chez nous, ça ne fonctionne pas avec mes 2 plus vieux, eh bien, j'ai tendance à arrêter de les mettre sur la table. Elle nous dit plutôt continuer de les exposer, mais tout en présentant des aliments qu'ils aiment quand même, des aliments sécures pour eux. Peut-être qu'ils vont pas en prendre, mais à force d'exposition, un jour, peut-être, ils auront envie de goûter, l'aliment sera là et pourquoi pas. Donc, bref, une Bible à consulter et à reconsulter, je vous dirais, parce que, évidemment, qu'on peut pas tout mettre en place au jour 1. Donc, vraiment des principes de base très, très intéressants. Ensuite, dans les recettes comme telles, côté sucré, mes enfants aiment beaucoup les recettes qui proviennent du livre « Ces galettes dont tout le monde parle » de Madame Labrisky, Guy Saint-Jean, éditeur. Je sais, c'est pas une nouveauté, mais ce sont des recettes que mes enfants affectionnent particulièrement. La purée de dattes qui nous aide à donner le petit goût moelleux, sucré. Un ingrédient qui se retrouve dans une foule de recettes, encore là, pratico-pratique, rapide. Et sinon, j'ai aussi le livre « La boîte à lunch » par Mélanie Magnan, Nutrimini, qui est aussi une collaboratrice du balado, mais, je vous le dis, on l'a acheté avant même
qu'elle fasse partie de l'aventure du balado. C'est mon chum chez Costco, lors de la rentrée scolaire, qui a dit « On devrait se procurer ça, boîte à lunch, ça va nous donner des idées. » C'est publié aux éditions Pratico. Je dois l'admettre, ça fonctionne bien. Chez nous, cet automne, j'ai fait des séances de cuisinage, des séances où vraiment je faisais plusieurs recettes et mes enfants ont beaucoup apprécié. Entre autres, 2 recettes, les boulettes de veau avec fromage en grains et brocoli. Le côté fromage en grains onctueux, les enfants adorent ça. Ça permet aussi que la boulette soit peut-être moins sèche que les boulettes de viande traditionnelles. Chez nous, ça fonctionne bien. Et leur coup de cœur, c'est le macaroni au fromage dans lequel on ajoute du tofu râpé. Mes enfants adorent. Ils aiment, par exemple, le mélange des textures. Donc, une fois, on a ajouté du bacon émietté pour donner un petit peu de croustillant, pour que ce soit moins mou. Sinon, l'autre fois, on a mis des morceaux de chapelure pour ajouter un petit peu de croustillant. Ça fonctionne très, très bien. On peut les faire surgeler dans des moules à muffins. Donc, justement, pour les lunchs, on peut dégeler des portions pour les enfants. C'est vraiment très pratique. Donc, je vous invite à le consulter. 85 recettes. Chez nous, les enfants aiment beaucoup. Et ce que je fais lors de l'élaboration de la liste d'épicerie, eh bien, parfois, je leur tends puis je leur dis, choisissez-vous une recette qui vous ferait plaisir et puis on va la cuisiner dans la semaine ou les semaines suivantes. Et en terminant, si vous aimez cuisiner entre amis, quand c'est possible, lorsque la COVID nous laisse une petite pause, eh bien, pourquoi pas, si votre cuisine est trop petite, louer par exemple une cuisine communautaire. Ça peut se faire entre autres dans les centres communautaires de votre municipalité ou même via la Maison des familles. Certaines maisons des familles offrent des cuisines communautaires qui sont bien équipées d'ailleurs, où vous pouvez être 1, 2, 3 familles à partager. On cuisine comme ça en plus grande quantité. Souvent, ça coûte moins cher. Ça nous permet d'en mettre au congélateur et de diversifier également nos recettes. Chacune arrive avec ses idées. Donc voilà, des choses toutes simples que l'on peut faire pour tenter d'alléger la préparation des repas. Merci aux spécialistes qui ont rendu cet épisode possible. Mélanie Magnan alias Nutrimini. Merci à Noémie Lafortune, ergothérapeute. Vous le savez, les repas, ça revient 3 fois par jour, alors soyez indulgents et bienveillants envers vous-même. Afin d'en connaître davantage sur ce balado, je vous invite à consulter nos réseaux sociaux, ma page Facebook megguybélanger.journaliste ou mon compte Instagram Meggy Bélanger, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.